Les lustres en cristal de la salle de bal de l'hôtel Le Meurice projetaient une lumière fracturée sur les 300 invités vêtus de costumes sur mesure et de robes haute couture. Léa se tenait en retrait, près du bord de la majestueuse pièce, sa coupe de champagne intacte à la main, observant son mari rire aux éclats avec un groupe de cadres supérieurs qu'elle n'avait jamais rencontrés. La main de Christophe reposait avec une familiarité désinvolte sur le bas du dos d'une autre femme. Pas une seule fois au cours des 2 dernières heures, il n'avait posé le regard dans sa direction. Elle lissa nerveusement le tissu de sa robe émeraude, cette tenue qu'elle avait mis 3 semaines à choisir avec soin, espérant secrètement qu'elle lui rappellerait la femme qu'il avait épousée 4 ans plus tôt. Mais Christophe n'avait formulé aucun compliment lorsqu'elle avait descendu l'escalier de leur vaste appartement haussmannien du 16e arrondissement. Il avait simplement jeté un coup d'œil furtif à sa montre en marmonnant une excuse vague à propos de la circulation parisienne. La salle de bal bourdonnait de conversations animées sur les fusions-acquisitions, les portefeuilles d'actions et les résidences secondaires sur la Côte d'Azur. Léa n'y comprenait rien, et au fond, elle s'en moquait. Elle n'était qu'une ancienne institutrice originaire d'un petit village de Normandie, une femme simple qui était tombée éperdument amoureuse d'un étudiant en droit au charme ravageur, rencontré par hasard dans un café près de la Sorbonne. Cet homme lui avait promis des aventures, des éclats de rire et de lui faire découvrir le monde. Au lieu de cela, il lui avait offert l'intérieur doré mais glacial d'un appartement vide où elle l'attendait nuit après nuit, cuisinant des dîners qui finissaient par refroidir sur les plans de travail en marbre. Un serveur en gilet noir passa près d'elle avec un plateau de petits fours. Léa secoua poliment la tête, l'appétit définitivement envolé. Elle regarda Christophe se pencher un peu plus vers la brune à ses côtés, arborant un sourire large et sincère, un sourire qu'il ne réservait plus jamais à sa propre épouse. La femme rit en effleurant le bras de Christophe, et à cet instant précis, quelque chose se brisa irrémédiablement dans l'âme de Léa. 4 années. 4 années de projets annulés et d'anniversaires oubliés. 4 années à être présentée comme une arrière-pensée lors des événements mondains, quand elle avait la chance d'être présentée. 4 années à dormir aux côtés d'un étranger qui consultait son téléphone bien plus souvent qu'il ne s'enquérait de son bien-être. Elle déposa délicatement sa coupe de champagne sur un plateau de passage et se dirigea vers la sortie. Ses talons claquèrent sur le sol en marbre poli, chaque pas l'éloignant un peu plus de cette vie qu'elle avait si désespérément tenté de faire fonctionner. L'air mordant de novembre lui fouetta le visage lorsqu'elle franchit les lourdes portes tournantes de l'hôtel, une morsure glaciale mais étrangement purificatrice. Le portier en livrée lui proposa d'appeler un taxi, mais Léa refusa d'un geste doux. Elle ressentait un besoin viscéral de marcher, de sentir battre le cœur de la ville autour d'elle, d'entendre les klaxons impatients, les sirènes lointaines et de se fondre dans cette foule d'inconnus se précipitant vers leurs propres existences compliquées. Paris la nuit était un univers de solitude entremêlée, et pour la première fois depuis des années, Léa ne se sentit plus isolée dans sa propre détresse. Elle marcha le long de la rue de Rivoli, dépassant les grilles du jardin des Tuileries, jusqu'à ce que ses pieds commencent à la faire souffrir. Au loin, les lumières de la ville se reflétaient sur les eaux sombres de la Seine, scintillant comme des diamants éparpillés. Trouvant un banc isolé près des quais, elle s'y assit, resserrant son fin manteau contre les assauts du vent. Son téléphone vibra soudain dans sa pochette. Un message de Christophe. « Où êtes-vous passé ? Les associés me demandent où vous êtes. » Elle fixa l'écran lumineux pendant un long moment. Pas de « Où es-tu ?» Pas de « Est-ce que tu vas bien ?» mais « Où êtes-vous passé ?» Comme si son unique raison d'être était de servir de faire-valoir devant ses associés, un simple accessoire décoratif indispensable à l'image lisse et parfaitement construite de son mari. Les doigts tremblants, saisis par le froid et par une émotion bien plus profonde, Léa tapa sa réponse avec une lenteur délibérée. C'est terminé. Ne rentrez pas ce soir. Elle appuya sur envoyer avant que le doute ne puisse l'assaillir. La réponse jaillit presque instantanément. De quoi parlez-vous ? Cessez d'être aussi dramatique. Mais Léa s'était déjà remise en route, son téléphone désormais silencieux et enfoui au fond de son sac. Elle ignorait quelle était sa destination. Elle savait seulement, avec une certitude absolue, qu'elle ne pourrait plus jamais retourner dans cet appartement de la rive droite, dans ce lit conjugal, dans cette vie de solitude invisible. Elle erra au hasard des rues jusqu'à se retrouver devant un petit établissement, le bistrot Le Zinc, situé tout près du palais Brongniart. C'était le genre d'endroit sans prétention, avec une enseigne au néon vacillante et des banquettes en cuir rouge légèrement craquelées. Une clochette tinta joyeusement lorsqu'elle poussa la porte. La chaleur des lieux l'enveloppa comme une étreinte réconfortante, charriant des effluves de café torréfié, de beurre fondu et de viennoiserie sortant du four.
Léa se glissa sur une banquette près de la fenêtre embuée et commanda un café noir. La serveuse, une femme d'une soixantaine d'années aux yeux bienveillants dont le badge indiquait le prénom Jacqueline, l'étudia un instant avec compassion avant de disparaître derrière le comptoir en zinc. Le café arriva dans une tasse en porcelaine ébréchée, fort et fumant. Léa referma ses mains autour de la céramique brûlante, laissant la chaleur s'infiltrer dans ses doigts engourdis. À travers la vitre, elle regarda la capitale poursuivre son mouvement perpétuel, totalement indifférente au drame intime d'une femme au cœur brisé. Elle perdit la notion du temps, assise là, assez longtemps pour que son café devienne froid, assez longtemps pour que le bistrot se vide et se remplisse à nouveau d'une nouvelle vague de noctambules parisiens. Assez longtemps pour que l'immensité de son acte s'imprime dans ses os. Elle avait quitté son mari. Après 4 ans à s'épuiser pour être à la hauteur, elle avait enfin accepté l'évidence, elle ne le serait jamais à ses yeux. Cette prise de conscience était à la fois dévastatrice et extraordinairement libératrice. Un poids immense venait de se lever, laissant place à un vide vertigineux dans ce même instant terrible. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas Christophe. L'écran affichait un nom qu'elle n'aurait jamais cru y voir, Bernard, son beau-père. Léa hésita un instant, la respiration suspendue, avant de décrocher. En 4 années de mariage, elle n'avait croisé Bernard que 3 fois. C'était un homme imposant, à la chevelure argentée et aux yeux d'un gris perçant, de la couleur des tempêtes hivernales. Toujours vêtu avec une élégance aristocratique, il se tenait perpétuellement en périphérie des réunions familiales, observant tout le monde avec une intensité qui mettait Léa mal à l'aise. Christophe parlait très rarement de son père, et lorsqu'il le faisait, sa voix trahissait un étrange mélange de vénération absolue et de peur sourde. Elle appuya sur le bouton vert. « Bonsoir, Léa. » La voix de Bernard était grave, posée, chaque mot pesé avec une précision chirurgicale. « Je crois comprendre qu'il y a eu quelques difficultés ce soir. » Elle eut presque envie d'éclater d'un rire nerveux. Des difficultés ? C'était un euphémisme élégant pour décrire l'implosion totale de son mariage. Je crains de ne pas souhaiter en discuter, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, répondit-elle. Un lourd silence s'étira à l'autre bout de la ligne. Dans ce cas, sachez que je n'appelle pas au sujet de mon fils, Léa. J'appelle pour vous. Elle fronça les sourcils, une confusion totale perçant à travers son épuisement émotionnel. Pour moi. Où êtes-vous en ce moment ? La question aurait dû lui paraître intrusive, déplacée, mais quelque chose dans le ton du vieil homme ressemblait à de l'inquiétude. Une inquiétude sincère. Le genre de considération qu'elle n'avait jamais reçue d'aucun membre de cette famille depuis le jour où elle y était entrée. Dans un bistrot, dit-elle d'une voix hésitante, près du palais Brongniart. Je ne connais pas l'adresse exacte. Restez où vous êtes, ordonna Bernard d'un ton sans appel. J'envoie quelqu'un vous chercher pour vous conduire en lieu sûr pour la nuit. Nous avons beaucoup de choses à aborder, vous et moi. Des choses que vous méritez de savoir. La ligne fut coupée avant même qu'elle n'ait pu formuler la moindre réponse. Léa fixa l'écran éteint de son appareil, tentant désespérément de donner un sens à cet échange irréel. Que pouvait bien vouloir lui dire Bernard ? Quelles étaient ces choses qu'elle méritait de savoir ? Et pourquoi sa voix portait-elle cette urgence, comme si sa sécurité personnelle était soudainement menacée ? Elle songea à fuir, à trouver un petit hôtel de quartier par ses propres moyens ou à réveiller l'une des rares amies qu'elle s'était faite à Paris. Mais un instinct indéfinissable la cloua sur cette banquette, une intuition silencieuse lui murmurant que cet appel téléphonique marquait le prélude d'une histoire qui la dépassait encore. 20 minutes plus tard, un imposant 4x4 noir aux vitres teintées s'immobilisa devant la devanture du bistrot. Un homme vêtu d'un costume sombre, d'une coupe impeccable, sortit côté conducteur et pénétra dans l'établissement d'un pas déterminé. Il était plus jeune qu'elle ne l'aurait imaginé, la trentaine tout au plus, le crâne rasé et la carrure d'un athlète habitué aux efforts intenses. Son regard balaya la salle avec l'acuité d'un prédateur avant de se fixer sur elle. « Madame, dit-il d'une voix polie mais qui n'admettait aucune réplique. Je suis là pour vous conduire auprès de monsieur. » Léa rassembla son manteau et sa pochette, glissant un billet de 20 € sur la table pour Jacqueline. En emboîtant le pas à l'inconnu vers le véhicule, son regard fut attiré par une légère bosse déformant le tissu de sa veste, au niveau de la hanche. Ayant grandi dans la campagne normande, au milieu des chasseurs, elle reconnut immédiatement les contours d'une arme dissimulée. Un frisson, qui n'avait plus rien à voir avec le froid de novembre, lui parcourut l'échine.
Le grand 4x4 se fraya un chemin à travers les rues désertes de la capitale, s'engageant bientôt sur l'autoroute du Sud. Léa regarda les lumières de Paris s'estomper dans le rétroviseur, remplacées par l'obscurité dense des plaines et des reliefs. Le trajet sembla durer une éternité. Je dis que l'Empire Laurent repose sur des fondations que la majorité des gens préfèrent ignorer. La voix de Bernard demeurait calme, presque douce. Nous opérons dans ces zones d'ombre, entre le légal et l'illégal, entre ce que la société autorise et ce qu'elle feint de ne pas voir. Le milieu. Nous avons survécu pendant plus d'un siècle en étant plus intelligents, plus disciplinés et plus impitoyables que nos rivaux. Le véhicule quitta la route principale pour s'engager sur un chemin privé bordé de chênes centenaires et de cyprès majestueux. Le domaine qui surgit des ténèbres lui coupa littéralement le souffle. Le château de la Source. « Pourquoi me racontez-vous tout cela » demanda-t-elle finalement. « Parce que vous quittez mon fils » répondit Bernard. « Et parce que je crois que vous méritez de savoir ce que vous laissez derrière vous, et ce à quoi vous pourriez encore être lié, que vous le vouliez ou non. » Le sang de Léa se glaça. « Est-ce une menace » Bernard secoua lentement la tête. « Non, Léa. C'est un avertissement. Il y a des individus dans mon monde qui ne font aucune distinction entre la famille et l'ancienne famille. Des gens qui pourraient voir votre départ comme un fil lâche qu'il convient de couper. » Ses yeux ancrèrent les siens avec une telle intensité qu'elle eut envie de détourner le regard, sans y parvenir. « Je vous dis cela parce que je veux vous protéger. Parce qu'en 4 ans à vous observer tenter d'aimer mon fils qui n'en est pas digne, j'en suis venu à respecter votre bonté, votre patience et votre force. » Léa sentit des larmes poindre au bord de ses cils, incapable de déterminer si elles étaient dues à la peur, à l'épuisement, ou à cette chaleur inattendue et étrange contenue dans ses mots. « Que attendez-vous de moi » demanda-t-elle. Bernard resta silencieux un long moment. « Nous parlerons davantage demain » décréta-t-il enfin. « Ce soir, vous devez vous reposer. Une suite d'invités a été préparée pour vous au 2e étage. Demain matin, une fois que vous aurez eu le temps d'assimiler ce que je viens de vous confier, je vous expliquerai ce que j'ai à vous offrir. » Il se leva, lui tendant la main. « Je sais que c'est bouleversant. Mais je vous en fais la promesse, Léa, je ne vous veux aucun mal. Je souhaite simplement vous offrir la protection et les choix que mon fils a été incapable de vous donner. » Léa accepta sa main et se remit sur ses pieds. Ses jambes étaient flageolantes. Son esprit était un maelstrom de confusion, de peur, et de quelque chose d'autre qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle suivit une gouvernante le long du majestueux escalier jusqu'à une suite qui s'avéra être plus vaste que la totalité de son appartement parisien. Cette nuit-là, allongée dans un lit à baldaquin sous des draps de soie, Léa fixa le plafond sculpté et tenta de donner un sens à son existence. 12 heures plus tôt, elle se préparait pour un dîner d'entreprise, espérant que son mari remarquerait sa nouvelle robe. À présent, elle dormait dans le manoir d'un homme qui venait d'avouer diriger une organisation criminelle, et d'une manière impossible à rationaliser, elle se sentait plus en sécurité ici qu'elle ne l'avait été chez elle depuis des années. Le sommeil finit par l'emporter, la plongeant dans des rêves peuplés de lustres scintillants, de coups de feu, et d'une paire d'yeux gris tempête qui lui promettait la protection dans un monde qu'elle ne comprenait plus. La lumière du matin filtrait à travers les lourds rideaux de velours, dessinant des rayures dorées à travers la suite. Léa se réveilla lentement, désorientée par cet environnement inconnu, avant que les souvenirs de la nuit précédente ne s'écrasent violemment contre sa conscience. Le dîner, le message, la brasserie, Bernard Laurent et ses révélations inconcevables. Elle s'assit sur le matelas, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne pourrait jamais retourner à la vie qu'elle avait menée. C'était là une certitude absolue. On frappa doucement à la porte, interrompant le cours de ses pensées. Un instant plus tard, une jeune femme dans un uniforme impeccable fit son entrée, portant un plateau de petit déjeuner. Des fruits frais, des œufs, des toasts et du café fumant. L'arôme emplit la pièce d'une chaleur réconfortante. « Bonjour, Madame Laurent. Monsieur Laurent souhaiterait vous voir dans le jardin d'hiver quand vous serez prête. Rien ne presse. » Léa prit une douche et enfila les vêtements qui avaient été disposés à son attention, des pièces simples mais d'une rare élégance, qui lui allaient à la perfection. Elle se demanda comment Bernard avait pu connaître sa taille, puis décida qu'il valait probablement mieux ne pas le savoir. Le jardin d'hiver était un espace baigné de lumière, fermé par de grandes verrières à l'arrière du domaine, surplombant des jardins à la française qui s'étiraient vers une lointaine rangée d'arbres. Bernard était assis à une table en fer forgé,
un exemplaire du Figaro plié à côté de son café intact. Il se leva à son arrivée, tirant une chaise pour elle. « Vous avez l'air reposé, observa-t-il. J'en suis ravi. » Léa s'assit, acceptant le café qu'un serveur venait de lui verser. « Monsieur Laurent, j'apprécie votre hospitalité, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. » Bernard hocha la tête, croisant les mains sur la table. Direct. J'ai toujours admiré cela chez vous, Léa. Très bien. Laissez-moi être tout aussi direct. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Mon fils est une déception, finit-il par dire. Non pas parce qu'il a choisi le droit plutôt que les affaires familiales. Je respecte son désir de tracer sa propre voie. Mais parce qu'il a choisi de traiter son mariage comme un inconvénient plutôt que comme un engagement. Parce qu'il a choisi d'ignorer une femme d'une valeur authentico. Profit d'une ambition vide de sens. Léa sentit la chaleur monter à ses joues. Elle n'était pas habituée à entendre quiconque parler d'elle en ces termes. Je vous observe depuis 4 ans, poursuivit Bernard. Lors des réunions de famille, aux quelques dîners auxquels vous avez assisté avec Christophe. Dans votre façon de vous comporter, malgré le fait d'être constamment ignoré, vous possédez une force que mon fils a été incapable de déceler, une loyauté qu'il n'a pas su apprécier. Il se pencha en avant, son regard gris tempête devenant plus intense. Je vous offre un choix, Léa. Vous pouvez partir aujourd'hui avec suffisamment d'argent pour recommencer votre vie où bon vous semble. J'assurerai votre sécurité et vous fournirai les ressources nécessaires pour bâtir une nouvelle existence loin de tout ce qui touche au nom des Laurent. Le cœur de Léa se mit à battre la chamade. Et l'autre option ? L'autre option, reprit lentement Bernard, est que vous restiez. Non pas en tant que ma belle-fille, mais comme un membre à part entière de ma maison. Vous auriez la protection, les ressources, et un but bien au-delà de l'existence vide que mon fils vous imposait. Léa reposa sa tasse de café, les mains légèrement tremblantes. Quel genre de but ? Bernard se leva et s'approcha des immenses verrières donnant sur le parc. J'ai consacré ma vie à bâtir un empire, déclara-t-il. Mais j'ai échoué sur d'autres fronts. Ma femme nous a quittés il y a 15 ans. Mon fils s'est révélé indigne des valeurs que j'ai tenté de lui inculquer. Je suis entouré d'une loyauté achetée par l'argent et la peur, mais l'affection sincère est une denrée rare dans mon monde. Il se tourna pour lui faire face. Je ne vous demande pas de devenir une criminelle, Léa. Je ne vous insulterai jamais de la sorte. Mais je vous demande si vous accepteriez de considérer devenir ce dont cette maisonnée a désespérément besoin, une présence civilisatrice, une boussole morale. Quelqu'un qui puisse me rappeler, à moi et à ceux qui m'entourent, qu'il y a autre chose dans la vie que le pouvoir et le contrôle. Léa l'observa, tentant d'assimiler la teneur de sa proposition. Vous voulez que je reste ici, dans votre maison? Dans ma famille, corrigea doucement Bernard. Pas comme une prisonnière ou une obligation, mais comme un véritable membre. Vous auriez vos propres appartements, vos propres finances, la liberté totale de poursuivre la vie que vous choisirez. Je demande seulement que vous apportiez votre présence. Votre bonté dans un foyer qui en est privé depuis trop longtemps. C'était la proposition la plus insolite que Léa eût jamais reçue. Un homme qu'elle connaissait à peine lui offrait une place dans un univers dont elle venait tout juste d'apprendre l'existence. Un monde fait d'ombre et de pouvoir qui aurait dû la terrifier. Et pourtant, assise dans cette pièce baignée de soleil, bercée par le parfum des roses qui flottaient par les fenêtres entr'ouvertes, elle ressentit un étrange sentiment de possible. J'ai besoin de temps pour réfléchir, finit-elle par dire. Bernard acquiesça, nullement surpris. Bien sûr. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Vous êtes la bienvenue ici pendant votre réflexion, ou je peux organiser votre hébergement ailleurs si vous le préférez. Il marqua une pause, son expression s'adoucissant imperceptiblement. Mais Léa, quelle que soit votre décision, sachez que mon offre de protection tient toujours. Vous n'êtes plus seulement la femme de mon fils. Vous êtes quelqu'un que j'en suis venu à respecter pour ce que vous êtes. Léa passa les 3 jours suivants au domaine, errant dans ses jardins à la française et ses vastes bibliothèques, digérant tout ce qui venait de se produire. Elle découvrit que le personnel de maison traitait Bernard avec un mélange de déférence et d'affection sincère. Qu'il organisait un dîner mensuel pour des œuvres caritatives locales. Qu'il lisait de la poésie le soir au coin du feu. Elle remarqua également que le domaine était patrouillé par des gardes armés,
que les visiteurs étaient filtrés via de multiples points de sécurité, et que certaines ailes de la bâtisse étaient strictement interdites, leurs portes perpétuellement closes. C'était un monde de contradictions, la beauté et le danger, la bonté et l'emprise. Et d'une façon inexpliquée, Léa se sentit irrémédiablement attirée par cet univers. Le 4e jour, elle reçut un pli de Christophe. Les papiers du divorce, déjà signés, accompagnés d'un chèque correspondant à ce qu'il considérait être sa juste part de leurs biens. Le montant était insultant, une infime fraction de ce qu'elle savait être la véritable valeur de leur patrimoine commun. Y était jointe une note, écrite de sa main familière. Signez passe à autre chose. Nous savons tous les deux que c'était une erreur dès le début. Léa se tenait dans le jardin d'hiver, les documents tremblant entre ses doigts. 4 années de sa vie réduite à un chèque et un mot méprisant. 4 années à essayer, à espérer, à croire que l'amour pourrait suffire. Elle trouva Bernard dans son bureau, perdu dans la contemplation d'un portrait représentant une femme aux cheveux sombres et aux yeux d'une douceur infinie. Sa défunte épouse, réalisa-t-elle. La femme décédée 15 ans plus tôt. Il se retourna à son approche, ses traits s'adoucissant en voyant les papiers dans ses mains. « J'ai pris ma décision », déclara Léa, surprise par l'assurance de sa propre voix. « Je vais rester. Non pas parce que je n'ai nulle part où aller, mais parce que je crois que vous dites la vérité sur votre désir de construire quelque chose de différent. Sur votre besoin que quelqu'un vous rappelle le bien qui existe en ce monde. » Bernard la dévisagea un long moment. Puis il hocha la tête, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Bienvenue dans la famille, Léa. La vraie famille. Au cours des semaines qui suivirent, Léa prit ses marques dans sa nouvelle vie avec un mélange d'appréhension et d'une confiance grandissante. Bernard lui attribua une suite des plus confortables dans l'allée, offrant une vue imprenable sur les jardins formels et un accès privé à l'une des bibliothèques. Il la présenta au personnel de la propriété comme un membre inestimable de la famille, et l'attitude des employés à son égard passa d'une curiosité prudente à une chaleur des plus sincères. Elle apprit les rythmes du domaine de la vallée de Chevreuse. Le petit déjeuner était servi à 7 heures précises, toujours agrémenté de fleurs fraîches coupées dans les serres. Bernard prenait son café dans le jardin d'hiver, épluchant des rapports livrés dans des enveloppes scellées. Les dîners étaient des événements solennels qui se tenaient dans une salle lambrissée d'acajou, illuminée par des lustres de cristal, où l'argenterie scintillait. Elle apprit également les règles tacites. Ne jamais poser de questions sur les hommes qui allaient et venaient à des heures indues. Ne jamais pénétrer dans l'aile ouest sans y avoir été convié. Ne jamais prononcer le nom d'une certaine direction de la police judiciaire ou de la DGSI qui semblait jeter une ombre menaçante sur chaque conversation. Mais à l'intérieur de ces frontières, Léa découvrit une liberté inattendue. Bernard l'encourageait à explorer le parc, à visiter les villages voisins de la vallée, et à poursuivre sa passion pour l'enseignement à travers des programmes de bénévolat qu'il se chargea lui-même d'organiser. Il lui parlait avec respect, écoutait ses opinions, et commença peu à peu à lui dévoiler des pans de sa propre histoire. Il lui parla de son enfance en Corse, de la pauvreté qui avait poussé son grand-père à forger une nouvelle vie sur le continent. Il lui parla de son père, un homme qui avait bâti un empire alliant brillance et brutalité à parts égales. Il lui parla de sa femme, Maria, la seule qui avait su voir au-delà de sa position pour atteindre l'homme qui s'y cachait. Léa écoutait, et progressivement, elle commença à comprendre. Bernard Laurent n'était pas le grand méchant d'un polar sombre. Il était un homme pris au piège entre plusieurs héritages, tentant de maintenir l'équilibre entre les exigences d'un monde qu'il avait reçu en fardeau et l'homme qu'il aurait souhaité être. Un soir, alors qu'ils étaient assis au coin du feu dans le grand bureau, Bernard la surprit avec une question inattendue. « Si vous pouviez changer une seule chose dans votre vie, Léa, quelle serait-elle » Elle réfléchit avec soin. « Je me serais fait confiance plus tôt », avoua-t-elle finalement. J'ai passé 4 ans à essayer d'être ce que Christophe voulait que je sois, sans jamais me demander ce que moi je voulais. J'aurais dû écouter mon instinct au lieu de le faire taire. Bernard acquiesça lentement. C'est une sagesse acquise dans la douleur, dit-il. La plupart des gens ne l'atteignent jamais. Il garda le silence un instant, le regard perdu dans les flammes. Moi, j'aurais mieux protégé ma femme, souffla-t-il. J'aurais dû percevoir les signes de sa maladie plus tôt. J'aurais dû passer moins de temps à consolider un empire et davantage à être présent pour la famille que j'avais déjà. Léa sentit son cœur se serrer face à la douleur qui étreignait sa voix. C'était la vulnérabilité la plus absolue qu'elle lui ait jamais vue. Cet homme puissant,
qui régentait un empire occulte, pleurait une perte que le temps n'avait en rien effacée. Elle tendit le bras et posa sa main sur la sienne. Certaines choses ne peuvent être changées, murmura-t-elle doucement. Mais nous pouvons choisir la manière dont nous avançons. Bernard baissa les yeux sur la main de Léa posée sur la sienne, puis remonta vers son visage. Son expression vacilla, et une émotion chaude, presque émerveillée, s'invita dans ses yeux gris tempête. Vous êtes une femme remarquable, Léa. Mon fils était un imbécile de vous laisser partir. À partir de cet instant précis, quelque chose se transforma entre eux. Pas encore une romance, non, mais une connexion de plus en plus profonde qui les prenait tous deux au dépourvu. Léa se surprit à attendre avec impatience leur conversation nocturne, ces instants où la garde de Bernard s'abaissait, lui permettant d'entrevoir l'homme sous l'armure. Mais alors même que ce lien fragile s'épanouissait, des nuages s'amoncelaient à l'horizon. Léa ignorait encore que sa présence dans la vie de Bernard avait attiré l'attention d'ennemis qui voyaient en elle une faiblesse à exploiter. Elle ignorait que Christophe, humilié par son rejet et rendu suspicieux par sa disparition soudaine, posait des questions qui le conduiraient sur des chemins particulièrement dangereux. La tempête approchait, et Léa commençait tout juste à appréhender le monde dans lequel elle avait mis les pieds. 3 mois après l'arrivée de Léa au domaine, Bernard lui proposa de quitter la vallée de Chevreuse pour un séjour dans le sud de la France. Le printemps commençait à réchauffer les terres, et il l'emmena au Clos de Maria, un sublime domaine viticole en Provence qui lui appartenait. Les vignes bourgeonnaient, et les jardins embaumaient le thym et la lavande. Léa s'était installée dans une routine qui semblait presque normale, si tant est que l'on puisse qualifier quoi que ce soit de normal dans cette vie. Elle avait pris en charge la coordination des œuvres de bienfaisance de Bernard, organisant des galas de levée de fonds et des programmes permettant de mettre à profit ses talents d'éducatrice. La communauté locale l'avait adoptée avec ferveur, appréciant son authenticité, un contraste frappant avec les épouses mondaines et les cadres lisses qui représentaient habituellement les grandes fortunes de la région. Bernard la regardait œuvrer avec une expression qu'elle peinait à déchiffrer. De la fierté, peut-être, ou quelque chose de plus enfoui, quelque chose qui accélérait les battements de son cœur lorsque leurs regards se croisaient à travers la table lors des dîners. Un après-midi, sous le soleil éclatant du midi, Léa examinait des propositions dans un patio ombragé du Clos de Maria lorsque Bernard apparut sous l'arcade. Il était vêtu plus sobrement qu'à l'accoutumée, en jean et pull léger, ce qui adoucissait son habituelle prestance intimidante. « Accepteriez-vous de vous promener avec moi » demanda-t-il. « Il y a quelque chose que je souhaite vous montrer. » Ils déambulèrent à travers les jardins provençaux, dépassant les tonnelles de roses et le bassin en pierre, jusqu'à atteindre un portail en fer forgé que Léa n'avait jamais remarqué. Bernard sortit une clé ancienne et la guida dans une section plus sauvage de la propriété, où la nature avait repris ses droits. « C'était l'endroit préféré de Maria, dit-il doucement. C'est pour cela que j'ai nommé ce domaine le Clos de Maria. Après sa disparition, je ne pouvais plus supporter de venir ici, mais dernièrement. » Il s'interrompit, fixant Léa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Dernièrement, je me suis dit qu'elle aurait voulu que cet endroit revive. » Ils marchèrent en silence le long des sentiers envahis par la végétation, passant devant des parterres de fleurs endormies et une petite fontaine de pierre étouffée par les feuilles mortes. Au centre de ce jardin secret se dressait un banc en fer forgé sous un olivier centenaire, dont les branches commençaient tout juste à s'orner de jeunes pousses. Bernard s'y assit, et après une seconde d'hésitation, Léa le rejoignit. Le banc était étroit, et leurs épaules se frôlèrent. « J'ai repensé à ce que tu as dit, » confia-t-il, la tutoyant soudain avec un naturel désarmant. « Sur le fait d'aller de l'avant. De choisir comment vivre avec ce que nous ne pouvons pas changer. » Léa sentit son cœur battre la chamade, sans tout à fait comprendre pourquoi. « Et qu'en as-tu conclu » demanda-t-elle, adoptant le tutoiement à son tour. Bernard se tourna vers elle, ses yeux gris scrutant son visage. « Que j'ai passé 15 années à me cacher de la vie, » admit-il. « À bâtir des murs, à maintenir le contrôle, à me protéger de tout ce qui pourrait m'amener à ressentir de nouveau. » Il avança la main, presque timidement, et saisit la sienne. « Jusqu'à ce que tu arrives. » Léa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Bernard, je ne suis pas sûr de comprendre ce que tu essaies de dire. » « Je dis que tu as changé quelque chose en moi, Léa. » Il serra doucement ses doigts. « Je dis que pour la première fois en 15 ans, je n'ai plus peur de tenir à quelqu'un. De laisser quelqu'un voir qui je suis réellement. » L'instant resta suspendu entre eux, d'une fragilité absolue et gorgée de promesses. Léa savait qu'elle devrait faire preuve de prudence,
qu'elle devrait se souvenir de l'identité de cet homme et du monde occulte qu'il gouvernait. Mais assise dans le jardin secret de Maria en Provence, avec le printemps renaissant autour d'eux et la main de Bernard réchauffant la sienne, la prudence semblait bien dérisoire. « Je n'ai pas peur non plus, murmura-t-elle. Bernard porta la main de la jeune femme à ses lèvres et y déposa un baiser avec une tendresse infinie, un geste si pur qu'il lui serra le cœur. « Alors nous affronterons cela ensemble, dit-il. Quoi qu'il arrive. » Mais leur paix si précaire allait bientôt être mise à l'épreuve. À leur retour au domaine de la vallée de Chevreuse, ce soir-là, alors que Léa s'habillait pour le dîner, un tumulte éclata dans le hall principal. Elle entendit des voix fortes, le claquement de portes, et un vacarme sourd ressemblant à des meubles renversés. Elle se précipita en bas des escaliers pour découvrir Bernard debout dans le vestibule, le visage noir de colère. Face à lui se tenait Christophe, débraillé et de toute évidence ivre, hurlant des accusations qui résonnaient contre le marbre des murs. « Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe » bafouilla Christophe en pointant un doigt accusateur vers Léa sur les marches. « Tu me prends pour un aveugle ? Mon propre père avec ma femme. » « Ton ancienne femme » trancha froidement Bernard. « Tu as signé les papiers du divorce toi-même. » Christophe laissa échapper un rire jaune, un son amer et laid. « C'est pour ça, n'est-ce pas ? Tu la voulais depuis le début. Tous ces dîners de famille, toutes ces questions sur notre mariage. Tu attendais juste que je trébuche pour fondre sur elle. »« Tu as trébuché tout seul, » rétorqua Bernard. « Je lui ai simplement offert ce que tu refusais de lui donner, le respect, la protection, une raison d'être. » Léa descendit les dernières marches, les jambes flageolantes. « Christophe, je t'en prie, dit-elle. Ce n'est pas ce que tu crois. » Il se tourna vers elle, les yeux rougis par l'alcool, emplis de quelque chose qui s'apparentait à de la douleur ou à une rage féroce. « Je t'aimais, Léa. À ma façon, je t'aimais. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, dérisoires et prononcés bien trop tard. Léa n'en tira aucune satisfaction, seulement une tristesse lasse pour l'homme que son mari était devenu. « Alors tu aurais dû le montrer, » répondit-elle d'une voix calme. « Tu aurais dû le montrer chaque jour au lieu de me rendre invisible. » Le visage de Christophe se crispa, et l'espace d'une seconde, elle crut qu'il allait la frapper. Mais avant qu'il n'esquisse le moindre geste, deux des gardes du corps de Bernard apparurent de part et d'autre, l'agrippant fermement par les bras. « Sortez-le de ma propriété, » ordonna Bernard. « Et assurez-vous qu'il comprenne bien qu'il n'est plus le bienvenu ici. » Tandis que Christophe était traîné vers la sortie, vociférant encore menaces et insultes, Léa sentit la main de Bernard se poser sur son épaule. Son toucher était réconfortant, mais il y avait de l'acier en dessous. « Je suis désolé que tu aies eu à assister à ça, » murmura-t-il. Elle secoua la tête. Cela devait finir par arriver. Il n'allait jamais accepter ce divorce en silence. L'expression de Bernard s'assombrit. Il y a bien plus qu'une question d'orgueil blessé dans cette affaire, avoua-t-il. J'ai reçu des rapports indiquant que Christophe a commencé à poser des questions. Il parle à des personnes qu'il ne devrait pas approcher, il tente de fouiller dans les affaires du milieu corse. Léa sentit un frisson la parcourir. Quel genre de personne ? Le genre d'individu qui ne rêverait que d'une chose, faire tomber l'Empire Laurent. La voix de Bernard était grave. Des magistrats du parquet financier, des journalistes d'investigation, et des clans rivaux qui attendent une faille depuis des décennies. Il se tourna pour lui faire entièrement face, posant ses deux mains sur ses épaules. « Léa, il faut que tu comprennes. Christophe n'est plus une simple nuisance. Il est devenu une menace pour cette famille, pour nos affaires, et potentiellement pour toi. » « Pour moi ? Pourquoi quelqu'un s'en prendrait-il à moi ? » « À cause de ton lien avec moi, » expliqua Bernard. « Et parce que Christophe, aveuglé par la colère et le désespoir, pourrait bien se moquer des dommages collatéraux, tant qu'il a le sentiment d'avoir gagné. » Léa assimila ces informations, déchirée entre la peur et la détermination. « Que faisons-nous ? » L'expression de Bernard s'adoucit imperceptiblement. « Pour l'instant, nous restons sur nos gardes. J'augmente la sécurité, je limite mes apparitions publiques et je fais tracer les déplacements de Christophe. » Il prit le visage de la jeune femme en coupe, ses pouces caressant ses pommettes. « Et je vais te protéger, Léa. Quoi qu'il en coûte. » Elle le crut. Dans cet instant précis,
En plongeant son regard dans ses yeux gris tempête, elle le crut de toute son âme. Mais les semaines à venir allaient mettre cette certitude à rude épreuve, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'été frappa la vallée de Chevreuse avec une canicule qui faisait trembler l'air au-dessus des prairies. Les jardins du domaine regorgeaient de couleurs éclatantes, mais une tension sourde planait sur la maisonnée, une atmosphère lourde que même l'éclat du soleil ne parvenait à dissiper. Léa le remarquait à la fréquence accrue des patrouilles de sécurité, aux conversations chuchotées qui se taisaient dès qu'elle franchissait le seuil d'une pièce, aux regards inquiets que Bernard lui lançait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Elle en avait suffisamment appris sur le monde de Bernard pour comprendre qu'il se tramait quelque chose de bien plus grave que les tentatives pathétiques de vengeance de Christophe. Il y avait des réunions nocturnes dans le grand bureau, des visiteurs débarquant avec des mallettes pour repartir la mine sombre, des appels téléphoniques que Bernard prenait en privé, la mâchoire contractée. Un soir, elle le retrouva dans l'un des jardins retirés de la propriété. Ses épaules étaient voûtées, sa tête penchée. Il paraissait plus vieux qu'elle ne l'avait jamais vu, le fardeau de son empire pesant visiblement sur lui. « Dis-moi ce qui se passe », exigea-t-elle doucement en s'asseyant à ses côtés. Bernard garda le silence pendant de longues secondes. Puis il soupira, un son lourd d'épuisement. « C'est un clan rival », finit-il par avouer. « La famille Corsini. Nous avons coexisté pendant des décennies, chacun respectant le territoire de l'autre. Mais leur nouveau chef, Mathis Corsini, est jeune et affamé. Il veut s'étendre dans des secteurs que nous contrôlons depuis des générations. » La peur se noua dans le ventre de Léa. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie un conflit, répondit Bernard. Possiblement long. Possiblement violent. Il tourna la tête vers elle, et elle lut l'angoisse dans son regard. Cela signifie que veiller sur ta sécurité est devenu infiniment plus complexe. Elle prit sa main. Je ne partirai pas, Bernard. Un sourire fantomatique effleura ses lèvres. Je le sais. Je ne te le demanderai pas. Mais il faut que tu sois consciente des risques. Mathis Corsini ne respecte pas les vieilles règles du milieu. Il n'a que faire des frontières ou des innocents. S'il réalise que tu es le meilleur moyen de m'atteindre, il ne termina pas sa phrase. C'était inutile. Léa repensa à la vie qu'elle menait avant, à ses années d'invisibilité dans le monde de Christophe. Elle repensa à la femme qu'elle avait été, cette femme prête à se recroqueviller pour satisfaire les attentes des autres. Cette femme-là aurait fui face au danger. Mais elle n'était plus cette femme. Alors nous l'affronterons ensemble, déclara-t-elle avec assurance. Quoi qu'il arrive. Bernard porta la main de Léa à ses lèvres, déposant un baiser sur ses jointures. Ensemble, approuva-t-il. Le premier signe de danger imminent se manifesta une semaine plus tard. Léa revenait d'une session de bénévolat dans une école locale lorsqu'elle remarqua une berline noire qui suivait son véhicule. Son chauffeur, un homme nommé Thomas qui travaillait pour Bernard depuis 20 ans, l'avait repéré lui aussi. « Accrochez-vous, Madame Léa », dit-il d'une voix étrangement calme. « Nous allons faire un détour. » S'ensuivirent 15 minutes de terreur absolue, rythmées par des virages en épingle à cheveux et une accélération brutale. Thomas négociait les routes de campagne avec une précision d'expert, tandis que la berline noire s'obstinait à les prendre en chasse. Léa s'agrippa à la poignée de la portière, le cœur tambourinant à tout rompre, le regard rivé sur le rétroviseur avec une angoisse grandissante. Ils atteignirent finalement le périmètre de sécurité du domaine. Des gardes surgirent de leur position dissimulée, bloquant l'accès à la route. La berline noire freina brusquement, marqua une hésitation, puis fit marche arrière à toute vitesse avant de disparaître dans la nature. Thomas laissa échapper un long soupir. C'était beaucoup trop juste, marmonna-t-il. Nous devons signaler cela à Monsieur Laurent dans l'instant. La réaction de Bernard fut fulgurante et impitoyable. Il tripla les effectifs de sécurité, fit installer des systèmes de surveillance dernier cri sur l'ensemble du domaine, et interdit formellement à Léa de quitter la propriété sans une escorte lourdement armée. Pendant 3 jours, elle ne franchit pas les portes du manoir, se sentant comme une prisonnière dans une cage dorée. Mais le 4e jour, Bernard vint la trouver, le visage transformé. Quelque chose avait basculé.
Nos informateurs ont parlé, annonça-t-il en s'asseyant en face d'elle dans le jardin d'hiver. Mathis Corsini prépare une opération majeure. Une frappe contre l'un de nos bastions vitaux. Il fit une pause, choisissant ses mots avec une précision chirurgicale. Je dois riposter, Léa. Si je ne le fais pas, ce sera perçu comme de la faiblesse, et dans mon monde, la faiblesse est une invitation à la destruction. Léa comprit tout le poids des mots qu'il passait sous silence. Tu vas te rendre quelque part, devina-t-elle. Quelque part de dangereux. Bernard hocha lentement la tête. Une rencontre a été organisée. En terrain neutre. Une ultime chance de résoudre ce conflit par la négociation plutôt que par le sang. Mais si les pourparlers échouent. Il ne termina pas. Léa se leva, traversa la pièce et prit les mains de l'homme qu'elle aimait. Alors reviens-moi, ordonna-t-elle avec une fureur passionnée. Quoi qu'il se passe, tu reviens. Il l'attira contre lui, l'enveloppant dans une étreinte qui tenait autant de la promesse solennelle que des adieux. Je reviendrai, murmura-t-il dans ses cheveux. J'en fais le serment. La nuit où Bernard partit pour la rencontre fut la plus longue de l'existence de Léa. Elle resta assise dans le jardin d'hiver, regardant le soleil décliner puis les étoiles parsemer la voûte céleste, incapable d'avaler quoi que ce soit, de trouver le sommeil ou de penser à autre chose qu'à cet homme qui était devenu son unique raison de rester. Les heures s'égrenèrent. Le grand manoir de Chevreuse s'enfonça dans le silence, le personnel se déplaçant à pas de velours, les gardes effectuant leur relève avec une efficacité feutrée. Léa ne quitta pas la fenêtre des yeux, scrutant l'allée gravillonnée dans l'espoir d'apercevoir des phares qui n'apparaissaient pas. L'aube pointait déjà quand elle perçut le crissement des pneus sur les graviers. Elle était à la porte d'entrée avant même que le véhicule ne soit totalement immobilisé, regardant Thomas s'extraire de la place du conducteur et se précipiter pour ouvrir la portière arrière. Bernard en descendit. La fatigue marquait chaque ligne de son corps, son costume était froissé, sa cravate desserrée. Mais il était entier. Il était en vie. Léa dévala les marches en pierre et se jeta dans ses bras, se moquant éperdument de qui pouvait les observer. Elle enfouit son visage contre sa poitrine, sentant les battements de son cœur contre sa joue, réguliers, puissants et bien réels. C'est fait, murmura-t-il dans ses cheveux. Mathis Corsini a accepté de respecter les frontières historiques. La paix est assurée. Comment as-tu fait ? Demanda-t-elle en reculant pour examiner son visage. Un mince sourire se dessina sur ses traits. Je lui ai fait une offre qu'il ne pouvait pas refuser, expliqua-t-il. Quelque chose qui flattait davantage son ambition que la perspective d'une guerre contre nous. Il prit le visage de Léa entre ses mains. Je t'avais dit que je reviendrais. Je tiens toujours mes promesses. Dans les jours qui suivirent, le domaine retrouva peu à peu un semblant de normalité. Les gardes supplémentaires furent renvoyés à leurs postes habituels. La surveillance étouffante s'assouplit, et Léa fut de nouveau autorisée à se déplacer librement hors des limites de la propriété. Mais quelque chose s'était cristallisé entre elle et Bernard, un lien indestructible forgé dans la survie à la crise. Ils passaient de longues soirées dans le jardin d'hiver à refaire le monde. Bernard se livrait davantage sur son passé, les choix cornéliens qu'il avait dû faire, et les regrets qui rongeaient son âme. Léa lui narrait son enfance en Bretagne, ses rêves d'éducatrice voulant faire la différence, et la façon dont son union avec Christophe avait lentement désagrégé son identité. Un soir, alors qu'ils observaient un orage d'été gronder au-dessus de la vallée, Bernard lui prit la main. « Léa » commença-t-il d'un ton si solennel que son cœur fit un bond. « Ces derniers mois, tu m'as rendu une chose que je croyais perdue à jamais. L'espoir. Une raison d'être. La conviction que je pouvais être bien plus que le rôle dont j'ai hérité à la naissance. » Elle se tourna vers lui, captant la magnifique vulnérabilité dans ses yeux gris tempête. « Bernard, je ressens exactement la même chose. Tu m'as vu quand tous les autres m'ignoraient. Tu m'as offert un sanctuaire où j'ai pu devenir la femme que j'ai toujours été censée être. » Il plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit un petit écrin en velours. Léa cessa de respirer lorsqu'il l'ouvrit, dévoilant une bague d'une élégance absolue, un diamant unique serti sur une monture ancienne en platine. « Je sais que le monde dans lequel je t'ai entraîné est complexe, dit-il. Parfois dangereux,
fait d'ombre et d'une cruelle ambiguïté morale. Mais je sais aussi qu'à tes côtés, je suis un homme meilleur. Il reprit son souffle, rassemblant son courage. Veux-tu m'épouser, Léa? Veux-tu faire de cette famille une réalité? Des larmes roulèrent sur ses joues tandis qu'elle hochait la tête, incapable de formuler un son. Bernard glissa l'anneau à son annulaire, et il trouva sa place à la perfection, comme s'il n'avait attendu qu'elle depuis toujours. Oui, murmura-t-elle enfin. Oui, je le veux. Il l'attira contre lui alors que la tempête éclatait sur le domaine, la pluie s'écrasant contre les hautes verrières tandis qu'il s'enlaçait. Pour Léa, c'était l'aube d'un nouveau départ, une pluie purificatrice lavant tout ce qui les avait précédés. Mais alors même qu'ils célébraient leur fiançailles, une autre tempête s'annonçait en coulisses. Christophe Laurent n'avait pas abandonné sa quête de vengeance, et il avait fini par débusquer des alliés prêts à l'aider à accomplir son dessein. L'automne recouvrit la campagne de la vallée de Chevreuse d'un manteau ambré et doré. Léa et Bernard avaient fixé la date de leur mariage pour la fin novembre, et le domaine bourdonnait des préparatifs. La cérémonie se tiendrait en petit comité, dans l'intimité du clos de Maria en Provence, avec la seule présence des proches et des associés de confiance. Léa ne désirait rien qui ressemblât à ses premières noces. Pas de faste ostentatoire, pas de foule d'inconnus, uniquement les personnes qui comptaient réellement, réunies pour être les témoins d'un amour né des circonstances les plus improbables. Mais 3 semaines avant le jour J, tout bascula. Léa se trouvait dans la bibliothèque, examinant les plans de table avec la coordinatrice de l'événement, lorsque des éclats de voix retentirent depuis le vestibule. Elle accourut pour découvrir Bernard face à l'un de ses plus anciens conseillers, un homme aux cheveux argentés nommé Lucien, fidèle au clan depuis des décennies. « Depuis combien de temps ?» tonna Bernard, sa voix tremblant d'une fureur à peine contenue. Le visage de Lucien était livide. « Des années, confessa-t-il. Presque depuis le début de l'enquête. Ils ont offert une protection à ma famille. Je n'avais pas le choix. » « Il y a toujours un choix, » rétorqua Bernard, glacial. « Et tu as choisi la trahison. » Léa sentit le sang déserter son visage alors qu'elle saisissait l'ampleur du désastre. Lucien était un indique, fournissant des informations confidentielles à quiconque enquêtait sur l'organisation Laurent, les clans rivaux, la brigade financière, et peut-être même Christophe en personne. Bernard se tourna vers ses hommes. « Escortez Lucien dans l'aile », ordonna-t-il. « Nous avons beaucoup à discuter concernant la nature exacte de sa coopération. » Tandis que Lucien était emmené, le regard de Bernard croisa celui de Léa à l'autre bout du hall. Sa fureur s'évapora, laissant place à une douceur protectrice. « Viens avec moi », lui dit-il en lui tendant la main. « Il y a des choses que tu dois savoir. » Dans son bureau privé, porte close et garde en faction à l'extérieur, Bernard lui expliqua la situation. La trahison de Lucien avait exposé des failles critiques au sein de l'organisation. Des dossiers compromettants avaient été transmis au parquet fédéral. Des informations qui pourraient potentiellement mener à des inculpations pénales contre Bernard et plusieurs de ses lieutenants. « Quelle est la gravité de la situation ?» demanda Léa, la voix assurée malgré l'angoisse qui lui tordait les entrailles. Bernard demeura silencieux un long moment. « Assez grave pour que je doive prendre des décisions difficiles, finit-il par dire. Des décisions concernant l'avenir de cette organisation, et mon propre rôle en son sein. » Léa saisit sa main. « Quelles que soient ces décisions, je te soutiendrai. Même si cela implique de renoncer à tout ce que tu as bâti. » La voix de Bernard était chargée d'émotion. « Même si cela implique de recommencer à zéro, ailleurs, sous une autre identité ?» Elle soutint son regard sans flancher. « Ce n'est pas de ton empire que je suis tombée amoureuse, Bernard. C'est de toi. L'homme qui lit des poèmes au coin du feu. L'homme qui a recréé un jardin pour une épouse qu'il pleure encore. L'homme qui m'a vu quand personne d'autre ne le faisait. » Bernard l'attira contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Je ne te mérite pas, » murmura-t-il. « Si, tu me mérites, » affirma-t-elle avec fougue. « Tu mérites d'être heureux, Bernard. Tu mérites d'être aimé. » Les semaines qui suivirent furent un tourbillon frénétique. Bernard convoqua des armées d'avocats,
entama des négociations ardues avec les magistrats, et enclencha le processus complexe de transition de son organisation vers des activités strictement légales. Ce n'était ni une tâche rapide, ni aisée, mais pour la première fois depuis des décennies, il choisissait consciemment de réécrire l'héritage qu'il laisserait derrière lui. Le mariage, envers et contre tout, fut maintenu. Par un après-midi de novembre d'une clarté mordante, Léa s'avança dans une allée jonchée de feuilles rousses au cœur du clos de Maria en Provence, vêtue d'une robe ivoire d'une grande simplicité, serrant contre elle un bouquet de roses fraîchement coupées dans les serres du domaine. Bernard l'attendait sous l'olivier centenaire, les yeux brillants de larmes retenues à son approche. La cérémonie fut brève et sublime, leurs vœux échangés d'une voix tremblante d'émotion. Lorsqu'ils s'embrassèrent pour la première fois en tant que mari et femme, les invités réunis éclatèrent en applaudissements, et Léa crut que son cœur allait exploser de bonheur. Mais les festivités furent interrompues par une apparition fort peu désirée. Christophe Laurent se tenait à la grille du jardin, flanqué de 2 inspecteurs de la DGSI. Il affichait un grand sourire, mais un sourire dépourvu de toute chaleur, l'expression d'un homme convaincu d'avoir remporté la victoire finale. Toutes mes félicitations, lança-t-il, la voix dégoulinante d'une fausse allégresse. J'espère que vous ne m'en voudrez pas d'interrompre le plus beau jour de votre vie avec quelques nouvelles. Bernard s'interposa devant Léa, le corps tendu comme un arc. Quoi que tu aies à dire, dis-le et disparaît. Le sourire de Christophe s'élargit. Le procureur de la République a accepté mon témoignage. En échange de tout ce que je sais sur l'organisation Laurent, et je sais énormément de choses grâce à des années de repas de famille et de conversations surprises, on m'a accordé l'immunité totale. Son regard glissa vers Léa, derrière l'épaule protectrice de Bernard. Et toi, ma chère ex-épouse, tu seras aux premières loges pour voir s'effondrer l'empire de ton nouveau mari. Un silence de plomb s'abattit sur le jardin. Léa sentit le regard de chaque invité braqué sur eux, sentit la tension crépiter dans l'air, telle l'électricité précédant la foudre. Mais Bernard surprit l'assemblée. Loin de s'emporter, il esquissa un sourire serein, presque empreint de pitié, qui fit vaciller l'assurance de son fils. « Je me demandais quand tu allais enfin abattre tes cartes, » déclara paisiblement Bernard. « J'attendais ce moment depuis un certain temps. » Il adressa un signe de tête aux inspecteurs. « Messieurs, je crois que vous constaterez que ma collaboration avec vos services a été des plus complètes. Tout ce que M. Laurent prétend savoir constitue des informations que je voulais déjà divulguer de mon plein gré. » Le visage de Christophe se décomposa. « De quoi tu parles ? Pensais-tu sincèrement que je ne remarquerais pas tes pitoyables tentatives d'espionnage ? Demanda Bernard. As-tu vraiment cru que Lucien était l'unique source d'information au sein de mon organisation ? Il secoua lentement la tête. J'ai eu 3 coups d'avance sur toi depuis des mois, Christophe. Chaque entretien que tu as eu avec les magistrats, chaque donnée que tu as monnayée a été anticipée et neutralisée. L'un des inspecteurs s'avança, l'air profondément mal à l'aise. Monsieur Bernard Laurent a effectivement été un témoin coopérant dans notre enquête. Ces déclarations ont été déterminantes dans nos efforts pour faire tomber le clan Corsini ainsi que plusieurs responsables corrompus. Il marqua une pause cruelle. Vos informations, monsieur Christophe Laurent, étaient largement redondantes. Le visage de Christophe se crispa de rage pure. Ce n'est pas fini, cracha-t-il. Tu crois avoir gagné, mais je trouverai un moyen de vous détruire. Tous les deux. Non, trancha Bernard, sa voix d'une fermeté si absolue qu'elle emplit le cœur de Léa d'une immense fierté. C'est bel et bien terminé. Tu n'as plus rien pour nous menacer, Christophe. Aucun moyen de pression, aucune information, aucune utilité. Il fit un geste à ses gardes. Je vous prie d'escorter mon ancien beau-fils hors de ma propriété. Et cette fois, assurez-vous qu'ils comprennent que toute tentative de contact sera traitée comme du harcèlement. Tandis que Christophe était traîné au dehors, ses hurlements rageurs s'étouffant avec la distance, Bernard se retourna vers Léa. Son expression s'adoucit en la voyant là, son bouquet de mariée froissé, presque oublié dans sa poigne. « Je suis navré, murmura-t-il. C'était censé être notre grand jour. » Mais Léa souriait à travers ses larmes. « Ça l'est toujours, assura-t-elle.
C'est le jour où nous sommes officiellement devenus une famille. Et rien, ni Christophe, ni des enquêtes judiciaires, ni quoi que ce soit d'autre, ne pourra jamais nous enlever cela. Bernard la tira contre lui, et autour d'eux, les invités se remirent lentement à applaudir. L'orchestre reprit son jeu, le champagne coula à flots, et la réception suivit son cours comme si aucun incident n'était venu la troubler. Car au bout du compte, rien d'essentiel n'avait été altéré. Ils étaient bel et bien mari et femme. Ils bâtissaient ensemble leur propre destinée, et ils faisaient le choix de s'aimer, jour après jour, contre vent et marée. Cette nuit-là, tandis qu'ils valsaient seuls dans le jardin du domaine, après le départ du dernier invité, Léa posa sa tête sur l'épaule de Bernard et ressentit quelque chose qu'elle n'avait plus éprouvé depuis une éternité. La paix. Une paix absolue, inébranlable. « Je t'aime », souffla-t-elle contre son torse. Il déposa un baiser au sommet de son crâne. « Je t'aime aussi, Léa. Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer à nouveau. » La lune s'éleva majestueusement au-dessus du clos de Maria, baignant la Provence de sa lueur argentée, et quelque part dans le lointain, une chouette ulula dans les ténèbres. Léa ferma les yeux et se laissa porter par la mélodie, en sécurité, blottie dans les bras de l'homme qui lui avait appris ce que signifiait réellement exister aux yeux de quelqu'un. 5 années s'étaient écoulées depuis ce mariage de novembre en Provence. Le vaste domaine de Chevreuse, qui avait autrefois des allures de prison dorée, résonnait désormais comme un véritable foyer, ses longs corridors de marbre réchauffés par des éclats de rire et le martèlement de petits pas précipités. Léa se tenait devant les baies vitrées du jardin d'hiver, regardant sa fille courir après les papillons sous la tonnelle de rose. Isabelle avait 4 ans à présent. Elle possédait la douceur du regard de sa mère et l'implacable détermination des yeux gris tempête de son père. Elle était née par un matin de printemps, à l'instant précis où les premières jonquilles perçaient la dernière neige fondante. Dès son tout premier cri, elle avait radicalement métamorphosé leur existence. Bernard vint se placer aux côtés de Léa, 2 tasses de café fumant entre les mains. Il lui en tendit une et suivit son regard en direction de leur enfant. « Elle te ressemble tellement », murmura-t-il tendrement. Léa sourit. « Elle a surtout hérité de ton entêtement. Je préfère appeler cela de la persévérance. » Les yeux de Bernard se plissèrent d'amusement. C'est un trait de famille. Ils restèrent là dans un silence douillet, regardant Isabelle s'émerveiller devant une coccinelle posée sur un pétale. Le cri de joie aiguë et candide de la petite fille traversa le parc, d'une pureté si absolue qu'il ne manquait jamais de bouleverser Léa. Tant de choses avaient évolué en 5 ans. Bernard avait parachevé la mutation de son organisation vers des entreprises totalement légales, un long cheminement qui avait requis des années d'une navigation particulièrement délicate, mais qui avait fini par couronner de succès toutes leurs espérances. Le nom des Laurent s'affichait désormais sur des ailes d'hôpitaux et des centres communautaires, plutôt que dans les dossiers des tribunaux correctionnels ou les rubriques de scandales de la presse. Christophe, de son côté, avait fini par trouver sa propre forme d'apaisement, s'était remarié et avait déménagé à l'étranger. Ils s'échangeaient désormais de polies cartes de vœux pour les fêtes de fin d'année, les arêtes vives de leur passé commun ayant été adoucies par le temps et la distance. Léa ne lui gardait aucune rancœur. Il avait été l'un des maillons de ce périple qui l'avait mené jusqu'à cette fenêtre, jusqu'à cet homme, jusqu'à cette existence inespérée. « Ta mère l'aurait adoré », dit doucement Léa, les yeux toujours posés sur Isabelle. Le bras de Bernard s'enroula autour de sa taille, la serrant contre lui. « Oui », acquiesça-t-il. « C'est certain. » Il demeura pensif un bref instant avant d'ajouter, « Elle t'aurait adoré aussi, Léa. Pour avoir ramené la lumière dans ses murs. Pour m'avoir réappris à vivre. » Léa se tourna pour le contempler. Cet homme qui était entré dans sa vie comme un beau-père effrayant, pour finalement devenir son monde tout entier. Les années avaient adouci certains de ses traits, parsemé ses tempes de fils d'argent et gravé des rides d'expression au coin de ses yeux. Mais son essence profonde demeurait, cette intensité foudroyante qui lui coupait toujours le souffle lorsqu'il posait son regard sur elle. « Je ne t'ai jamais remercié, avoua-t-il. Pour cet appel téléphonique. La nuit où tu as quitté Christophe. Si tu ne m'avais pas tendu la main, alors nous serions tous les deux passés à côté d'une chose extraordinaire, conclut Léa.
Il encadra son visage de ses mains, ses pouces caressant ses pommettes avec ce geste qu'elle avait appris à chérir plus que tout. Je remercie le ciel chaque jour que tu as eu le courage de rester. Isabelle déboula par les portes-fenêtres du jardin d'hiver, ses petites menottes pleines de pissenlits. Maman, papa. Regardez ce que j'ai trouvé. Léa s'accroupit pour s'émerveiller des trésors de sa fille, s'extasiant devant chaque fleur flétrie comme s'il s'agissait de l'offrande la plus précieuse au monde. Car d'une certaine façon, c'était le cas. Chaque fraction de seconde de cette existence était inestimable. Chaque journée ordinaire représentait un miracle qu'elle n'aurait jamais cru mériter. Plus tard dans la soirée, après qu'Isabelle eut été bordée et que le vaste manoir fut replongé dans un silence ouaté, Léa rejoignit Bernard dans la bibliothèque. Il lisait au coin du feu, un recueil de poésie ouvert sur ses genoux, le même ouvrage qu'elle savait être un présent de Maria datant de plusieurs décennies. Elle s'assit près de lui, se blottissant contre sa chaleur réconfortante. Bernard referma son livre et passa un bras autour de ses épaules. « Heureuse ?» demanda-t-il. Léa considéra la question avec le plus grand sérieux, comme elle le faisait toujours. Elle repensa à la femme qu'elle était 5 ans en arrière, grelottant de froid devant un palace, son mariage en ruine et son avenir nimbé d'incertitude. Cette femme-là avait été brisée, invisible, persuadée qu'elle n'avait plus rien à apporter au reste du monde. Mais cette femme-là s'était aussi révélée suffisamment vaillante pour répondre à l'appel d'un inconnu. Suffisamment brave pour rester quand la fuite aurait été la voie de la facilité. Suffisamment courageuse pour s'autoriser à aimer de nouveau, alors que l'amour l'avait si profondément meurtrie par le passé. « Oui » murmura-t-elle enfin. « Plus heureuse que je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. » Bernard déposa un baiser sur sa tempe. « Alors j'ai accompli au moins une chose juste dans ma vie. » Ils restèrent assis côte à côte, dans cette quiétude absolue, le feu crépitant doucement, la vieille demeure réagissant autour d'eux avec ses craquements et ses soupirs si familiers. Par la fenêtre, la lune de novembre se hissait au-dessus du domaine, illuminant les allées où Isabelle courait dès le lendemain, éclairant le grand parc où Léa et Bernard avaient scellé leur destin. « As-tu le moindre regret ?» demanda doucement Léa. « Sur tout ce qui s'est passé ?» Bernard médita un long moment. « Je regrette les années que j'ai passées à me cacher de l'existence, avoua-t-il. Les années après la perte de Maria, quand j'étais persuadé de ne plus avoir de cœur à offrir. » Il tourna la tête pour la regarder, ses yeux gris veloutés d'émotion. « Mais tout ce qui s'est produit m'a conduit jusqu'à toi, Léa. Chaque choix, chaque deuil, chaque instant d'obscurité. Et je ne changerais rien au voyage si cela impliquait de perdre la destination. » Léa sentit les larmes piquer ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie, de gratitude et d'un amour écrasant de profondeur. Elle se serra davantage contre lui, écoutant le rythme régulier et immensément rassurant de son cœur battre contre sa joue. « Merci » souffla-t-elle. « Pourquoi ? Pour m'avoir vu. Pour m'avoir choisi. Pour avoir bâti cette vie avec moi. » Bernard lui releva délicatement le menton et l'embrassa avec tendresse, un baiser renfermant 5 années d'histoire commune et l'éternité de toutes les promesses qu'il leur restait à honorer. « Merci de m'avoir sauvée, Léa » murmura-t-il contre ses lèvres. « J'étais perdu dans mon propre empire, entouré par le pouvoir et le contrôle, mais désespérément seul. Tu m'as montré ce que signifiait réellement le fait de vivre. » Le feu crépitait, la lune s'élevait toujours plus haut, et dans ce sanctuaire tapissé de livres reliés, imprégné des souvenirs d'amour perdus et retrouvés, 2 êtres qui s'étaient trouvés envers et contre tous, continuaient de chérir l'univers qu'ils avaient forgé ensemble. Léa songea que si son existence devait être contée, l'histoire ne se résumerait pas au drame d'une femme ignorée lors d'un dîner mondain, fuyant un mariage raté pour découvrir que son beau-père dirigeait un syndicat du crime. Tout cela était exact, à la virgule près, mais ce n'était que l'introduction. Car la véritable histoire, la seule qui importait vraiment, parlait de ce qui venait après. Elle parlait de la bravoure nécessaire pour rester, de la volonté farouche de réapprendre à aimer. De la révélation qu'un foyer n'est pas un lieu sur une carte, mais une personne. Et que la famille n'est jamais définie par le sang, mais par le choix délibéré de s'appartenir. Léa avait fait son choix, et en le faisant, elle avait trouvé infiniment plus que ce qu'elle cherchait.